Dans l'après-midi du 14 septembre 1944, le soleil tropical brûlait sans pitié au-dessus de la dense canopée de la jungle de l'île de Peleu, où les températures dépassaient 46 degrés Celsius à l'ombre. Le sergent William Billy Hartman, de la première division de Marines, s'accroupissait derrière une crête de calcaire, la gorge sèche, son uniforme trempé de sueur, fixant ce qui ne semblait être rien d'autre qu'un mur impénétrable de végétation verte s'étendant le long des crêtes coralliennes devant lui. Depuis 3 jours, son unité était clouée au sol par un feu précis, provenant de positions qu'il ne pouvait tout simplement pas localiser, perdant 7 hommes face à un ennemi qui semblait se matérialiser à partir des rochers eux-mêmes, pour disparaître tout aussi rapidement. Ce que Hartman et ses camarades Marines ne savaient pas encore, c'est que dans les 4 heures suivantes, une observation apparemment insignifiante concernant du verre brisé transformerait leur situation impossible en l'une des victoires tactiques les plus remarquables de la campagne du Pacifique. La méthode qu'ils allaient développer cet après-midi-là serait étudiée dans les écoles militaires pendant des décennies, et tout commencerait par quelque chose d'aussi simple que la lumière du soleil se reflétant sur une lentille brisée. Avant de plonger dans cette histoire, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de dire dans les commentaires d'où vous regardez. Cela aide vraiment à soutenir la chaîne. C'est l'histoire de la façon dont un moment de lucidité d'un jeune marine frustré a conduit au développement d'une technique de détection qui neutraliserait 87 positions, cachées en un seul après-midi, changeant fondamentalement la manière dont les forces américaines abordaient l'un de leurs défis les plus dangereux dans le théâtre du Pacifique. L'île de Peleu était censée être une opération de 4 jours. Les planificateurs militaires avaient assuré au commandant des Marines que la résistance s'effondrerait rapidement une fois que les forces américaines auraient établi une tête de pont. Ce à quoi il ne s'était pas attendu, c'était la stratégie défensive révolutionnaire que les forces japonaises avaient mise en place sur les crêtes coralliennes et dans les grottes de calcaire de l'île. Les charges frontales désespérées qui avaient caractérisé les engagements antérieurs avaient disparu. À la place, les défenseurs avaient passé des mois à construire un réseau complexe de positions fortifiées, chacune soigneusement camouflée et reliée par des tunnels souterrains, permettant aux combattants d'engager le combat, puis de disparaître avant que les forces américaines ne puissent même identifier l'origine de la menace. Le soldat de première classe, Thomas Riley, un jeune homme de 20 ans, originaire de Boston, qui avait rejoint les Marines après que son frère aîné eût été déclaré disparu en Europe, tenait un journal pendant ses premiers jours terribles sur Peleu. Son entrée du 12 septembre capturait la frustration qui s'était abattue sur les forces américaines, comme une couverture suffocante. Il écrivit qu'il pouvait les entendre, sentir les balles siffler au-dessus de leur tête, mais qu'ils auraient tout aussi bien pu se battre contre des fantômes. Il nota que le caporal Martinez avait été touché ce matin-là, abattu par le feu, provenant d'une position qu'ils avaient déjà nettoyée 2 fois. Les hommes commençaient à croire que l'île elle-même cherchait à les anéantir. Le réseau défensif japonais sur Peleu représentait quelque chose de totalement nouveau dans le conflit du Pacifique. Le colonel Kuno Nakagawa, commandant responsable de la défense de l'île, avait étudié les engagements précédents avec un soin méticuleux. Il comprenait que les tactiques défensives traditionnelles avaient systématiquement échoué face à la puissance de feu américaine et à la supériorité aérienne. Sa solution était élégante dans sa simplicité. Plutôt que d'affronter les Américains en confrontation ouverte, ses forces deviendraient une avec le terrain lui-même. Chaque grotte, chaque crevasse,
chaque pli des crêtes coralliennes était transformé en une position de combat potentielle. Des postes de tir furent construits, pour être à peine visibles, souvent pas plus grands qu'un point humain, positionnés pour fournir des champs de tir qui se chevauchaient tout en restant pratiquement invisibles aux observateurs au sol. Le sergent Hartmann avait été instructeur en tir de précision à Camp Pendleton avant d'être affecté dans le Pacifique. Il comprenait l'optique, les mathématiques de la trajectoire et l'art de la dissimulation, mais rien dans sa formation ne l'avait préparé à un ennemi capable de tirer depuis des positions qui, même après le tir, restaient indétectables. Le matin du 14 septembre, il rassembla les membres restants de son équipe dans une dépression peu profonde, derrière la crête de calcaire, qui était devenue leur refuge temporaire. Il y avait le soldat de première classe, Riley, le jeune bostonien, avec son journal, le caporal, James Jimmy Washington, ancien guide de chasse du Montana, ayant grandi à traquer des élans dans les montagnes, et le caporal-chef, David Kowalski, un polono-américain de Chicago, qui avait travaillé comme assistant photographe avant le conflit et comprenait la lumière de manière qui s'avérerait cruciale pour ce qui allait suivre. Hartmann s'adressa à son équipe d'une voix basse, expliquant qu'ils avaient perdu trop d'hommes face à un ennemi qu'ils ne pouvaient pas voir. Il déclara que le quartier général voulait qu'ils avancent, mais avancer signifiait marcher dans un feu qu'ils ne pouvaient pas réprimer. Il leur dit qu'ils devaient trouver une autre solution et demanda si quelqu'un avait une idée, une observation n'importe quoi, qui pourrait les aider à comprendre ce à quoi ils étaient confrontés. Pendant un long moment, personne ne parla. Le bruit lointain de l'artillerie roulait sur les crêtes comme le tonnerre. Puis Kowalski changea de position, plissant les yeux vers les pentes recouvertes de jungle devant eux. Il mentionna qu'il avait remarqué quelque chose d'étrange ce matin-là. Il expliqua qu'à l'aube, alors qu'il était de garde, il avait vu un éclair juste pendant une seconde, provenant d'une des positions qu'ils avaient marquées comme dégagées. Il précisa qu'il ne s'agissait pas d'un flash d'armes, mais de quelque chose d'autre comme la lumière se reflétant sur du verre. Les yeux de Hartmann se plissèrent d'intérêt. Il demanda à Kowalski de lui expliquer exactement ce qu'il avait vu. Kowalski expliqua que le soleil venait de se lever au-dessus de la crête orientale et que pendant 2 ou 3 secondes, il y avait ce scintillement, ce reflet, provenant de ce qui ressemblait à un rocher solide. Il ajouta qu'il avait cru voir des choses qu'il était épuisé et qu'il se faisait peut-être des illusions, mais que cela s'était reproduit et qu'il avait marqué la position dans son esprit. Washington, le chasseur du Montana, se pencha en avant avec une intensité soudaine. Il dit qu'il savait ce que c'était. Il expliqua que chez lui, lorsqu'il traquait le gibier, parfois on pouvait repérer un cerf dans les broussailles, grâce à la façon dont la lumière reflétait dans ses yeux. Il suggéra que si quelqu'un avait des instruments optiques là-haut des jumelles ou une lunette de fusil et que le verre était endommagé, ou même simplement mal orienté, la lumière du matin le ferait refléter. La réalisation frappa Hartmann comme une force physique. Pendant des jours, ils avaient cherché des positions invisibles à l'œil nu. Mais aucun camouflage ne pouvait complètement cacher l'une des choses dont chaque poste d'observation avait besoin une façon de voir à l'extérieur. Et voir à l'extérieur signifiait du verre. Et le verre, peu importe à quel point il était soigneusement dissimulé, interagirait avec la lumière d'une manière que la végétation et la roche ne pouvaient jamais reproduire. Hartmann sentit son cœur s'accélérer, mais il garda la voix calme en réfléchissant aux implications. Il déclara que s'ils avaient des instruments optiques à chaque position et qu'il fallait des instruments pour les atteindre avec autant de précision,
alors chaque position avait du verre. Il ajouta que le verre endommagé, rayé ou fissuré par des impacts proches, où la concussion des explosions diffuserait la lumière différemment du verre intact. Il conclut que, s'il pouvait systématiquement scanner ses reflets au bon moment de la journée, lorsque le soleil était à l'angle approprié, il pourrait cartographier des positions autrement invisibles. Le soldat Riley souleva une préoccupation pratique. Il souligna qu'il ne pouvait pas simplement se tenir à découvert pour balayer les crêtes, car il serait touché avant d'avoir repéré quoi que ce soit. Hartmann réfléchissait déjà à la solution. Il dit qu'ils ne se tiendraient pas debout et qu'ils ne seraient pas à découvert. Il expliqua qu'ils utiliseraient le terrain à leur avantage, installeraient des points d'observation où ils étaient protégés tout en pouvant voir les pentes lorsque la lumière serait favorable. Il nota que tôt le matin et en fin d'après-midi étaient leurs fenêtres d'observation. Il ajouta que le soleil serait assez bas pour créer une lumière horizontale qui capterait tout vert, faisant face à leur direction. Ce qui se passa ensuite allait devenir l'une des opérations de contre-dissimulation les plus méthodiques et efficaces de la campagne du Pacifique. Hartmann divisa sa petite équipe en 2 groupes d'observation, les positionnant aux extrémités opposées de la crête de calcaire, où des dépressions naturelles fournissaient un abri, tout en permettant une vue sur les pentes recouvertes de jungle devant eux. Chaque équipe était équipée de jumelles et d'une carte détaillée du terrain, divisée en un système de grilles que Hartmann avait esquissé en utilisant les coordonnées qu'ils avaient déjà établies. Le premier balayage systématique commença à 17 heures, lorsque le soleil de l'après-midi était suffisamment bas pour envoyer des rayons horizontaux sur la face ouest du complexe de crête. Pendant les 20 premières minutes, ils ne virent rien d'inhabituel, juste le vert infini de la canopée de la jungle, le gris-blanc du corail, exposé, et les ombres profondes des entrées de grottes qui pouvaient, ou non, cacher des menaces. Puis, Kowalski, dont l'œil de photographe avait d'abord remarqué le phénomène, le détecta. Il annonça d'une voix basse qu'il avait contacté la référence de grille Charlie 7, signalant un reflet de verre certain à environ 200 mètres à une élévation d'environ 20 mélestres au-dessus de leur position. Washington confirma l'observation, ajoutant qu'il la marquait maintenant et nota qu'elle semblait se situer dans ce qu'il pensait être une paroi de roche solide. Au cours des 40 minutes suivantes, alors que le soleil continuait sa descente, l'équipe identifia et marqua 11 positions supplémentaires. Chacune apparaissait comme rien d'autre qu'un bref flash, un scintillement momentané, durant peut-être 2 ou 3 secondes, avant que l'angle de la lumière ne change et que le reflet disparaisse. Sans savoir exactement quand et où regarder ces éclairs seraient restés invisibles perdus dans le scintillement général d'un après-midi tropical. Mais grâce à l'observation systématique et à une documentation attentive des motifs, commencèrent à émerger. Hartmann compila les données des 2 équipes d'observation ce soir-là, recoupant les positions marquées avec leurs cartes existantes. Ce qu'il découvrit était à la fois alarmant et encourageant. Parmi les 12 positions qu'ils avaient identifiées cet après-midi-là, 8 se trouvaient dans des zones qui avaient été désignées comme dégagées après les balayages précédents. Le réseau défensif japonais était beaucoup plus étendu que quiconque ne l'avait imaginé. Mais maintenant, pour la première fois, il disposait d'une méthode pour le révéler. Le lendemain matin, Hartmann demanda une audience avec le capitaine Robert Morrison, le commandant de la compagnie qui avait du mal à faire avancer ses forces face à la résistance invisible. Morrison était un vétéran de Guadalcanal, un officier pragmatique qui avait appris à valoriser
les observations des hommes expérimentés. Lorsque Hartmann expliqua ce que son équipe avait découvert, Morrison écouta avec un intérêt croissant. Hartmann présenta les renseignements qu'il avait recueillis, expliquant que son équipe avait identifié 12 positions cachées en utilisant la lumière réfléchie provenant d'instruments optiques. Il nota que 8 de ces positions se trouvaient dans des zones qu'ils avaient déjà dégagées, ce qui signifiait que l'ennemi y réoccupait ou n'avait jamais vraiment quitté. Il proposa d'étendre la technique en utilisant plusieurs équipes d'observation, coordonnées sur tout le front de la compagnie, en balayant pendant les conditions de lumière optimales du matin et du soir. Morrison étudia la carte marquée pendant un long moment, puis demanda à quel point Hartmann était sûr que ces reflets indiquaient des positions occupées et non simplement des débris ou des formations minérales naturelles. Hartmann reconnut qu'il ne pouvait pas être certain à 100%, mais expliqua son raisonnement. Il dit que les reflets apparaissaient dans des endroits correspondant au schéma de tir qu'il recevait. Il ajouta que les positions avaient un sens tactique, offrant de bons champs d'observation, une couverture et probablement des connexions avec le réseau de tunnels qu'ils savaient exister. Il conclut que même si certaines étaient des faux positifs, confirmer et neutraliser les positions légitimes changerait fondamentalement leur situation. Morrison prit sa décision avec la rapidité d'un homme qui attendait une solution viable depuis longtemps. Il approuva l'extension ordonnant à Hartmann de coordonner avec les autres chefs d'escouade, de standardiser le protocole d'observation et de fournir une liste complète des cibles avant 18 heures. Il déclara que si cela fonctionnait, cela serait immédiatement remonté dans la chaîne de commandement. Ce qui suivit fut un effort de coordination sans précédent. Hartmann passa la matinée à former d'autres chefs d'escouade à la technique d'observation, insistant sur l'importance cruciale du timing de la patience et du balayage systématique de la grille. Il expliqua qu'il ne cherchait pas des positions ou des mouvements évidents, mais un phénomène spécifique qui ne serait visible que dans certaines conditions. Le caporal Washington, s'appuyant sur son expérience de chasseur, apporta des améliorations cruciales à la technique. Il expliqua qu'un reflet provenant d'un verre intact serait net et précis comme un flash de miroir. Mais ce qu'il voyait surtout était différent, plus diffus et dispersé, ce qui signifiait des lentilles de verre, endommagées, fissurées par des impacts proches ou par la concussion constante de l'artillerie. Il ajouta que le verre endommagé diffusait la lumière dans plusieurs directions, ce qui le rendait en fait plus facile à repérer, car le reflet durait plus longtemps et était visible depuis un angle plus large. Le soldat Kowalski apporta son expertise en optique photographique, expliquant comment différents types de verres interagiraient avec la lumière selon les angles. Il nota qu'une lentille de jumelle, légèrement convexe, réfléchirait différemment d'une lentille de lunette de fusil plate. Il ajouta qu'en prêtant attention au caractère du reflet, il pourrait peut-être déterminer le type d'équipement présent à chaque position. Vers 16 heures, Hartmann avait déjà briefé 6 autres chefs d'escouade et mis en place un réseau d'observation coordonné, s'étendant sur près de 800 milles de lignes de front américaines. Chaque équipe d'observation se voyait assigner des secteurs de grille spécifiques à surveiller avec chevauchement afin de ne négliger aucune zone. Des coureurs de communication étaient positionnés pour relayer les observations vers un point central de compilation où Hartmann et le capitaine Morrison construiraient une carte complète des cibles. Le balayage de l'après-midi commença à 16h30. Les conditions étaient presque parfaites, les nuages fins, diffusant la lumière directe tout en laissant suffisamment d'illumination pour que les reflets soient visibles.
sur toute la ligne américaine. Les Marines s'étaient accroupis à leur position d'observation jumelle, sur les yeux scrutant leur secteur de grille, assignés avec la patience d'hommes, comprenant que leur vie dépendait de leur minutie. La première observation confirmée intervint à 16h42 par une équipe d'observation, située à 300 mm à gauche de Hartmann. Le coureur arriva à bout de souffle avec le rapport d'un reflet de verre certain, à la référence de grille Echo 12, à une distance estimée de 350 mètres positionnée dans ce qui semblait être une formation rocheuse naturelle. Au cours de l'heure suivante, les rapports affluèrent de tout le front. Chacun fut enregistré, tracé et recoupé avec les caractéristiques connues du terrain et les schémas d'engagement précédents. À 18h00, lorsque la lumière avait trop basculé vers l'ouest pour permettre une observation efficace, la carte compilée par Hartmann montrait 43 positions confirmées ou suspectées sur l'ensemble du front de la compagnie. La densité était stupéfiante. Dans certaines zones, des positions dissimulées n'étaient espacées que d'à peine 20 mètres, créant des champs d'observation et de tir qui se chevauchaient et expliquaient pourquoi les avancées précédentes avaient été si coûteuses. Le capitaine Morrison étudia la carte achevée avec une expression mêlant satisfaction et compréhension sombre. Il observa qu'ils avaient avancé droit dans une zone d'engagement préparée et nota qu'il n'était donc pas surprenant qu'ils aient subi des pertes aussi lourdes. Il déclara qu'avec ces renseignements, il pouvait enfin agir concrètement. La phase suivante de l'opération nécessitait une coordination minutieuse avec les éléments de soutien. Morrison soumit une demande de tir préparatoire contre les positions identifiées, fournissant des coordonnées précises dérivées des données d'observation. La demande soulignait que les cibles étaient des positions fortifiées, nécessitant des frappes directes plutôt qu'une couverture générale de zone. Le matin du 15 septembre se leva avec la même chaleur oppressante qui avait caractérisé chaque journée sur Peleu. Mais pour les Marines de la compagnie de Hartmann, ce matin-là était différent. Pour la première fois depuis leur débarquement sur l'île, ils disposaient de renseignements exploitables sur ce à quoi ils faisaient face. Ils savaient où se trouvaient les positions cachées, ou du moins où beaucoup d'entre elles se situaient. L'avantage d'invisibilité qui avait rendu le réseau défensif japonais si efficace avait été considérablement réduit. La phase préparatoire commença à 7h et dura 45 minutes. Lorsqu'elle prit fin, Hartmann conduisit son équipe d'observation dans un nouveau balayage cette fois, non pas pour repérer de nouvelles positions, mais pour identifier lesquelles des positions déjà repérées avaient été affectées. Les résultats furent encourageants. Plusieurs positions qui avaient montré des reflets de verre clair la veille ne montraient plus rien, suggérant que leur équipement optique avait été endommagé ou que les positions avaient été abandonnées. Mais le véritable test eut lieu lorsque l'avance commença. Le capitaine Morrison avait restructuré l'approche en fonction des renseignements fournis par l'équipe de Hartmann. Plutôt que d'avancer sur un large front qui aurait exposé ses Marines à de multiples positions dissimulées simultanément, il organisa une progression méthodique, isolant et traitant les positions identifiées une par une. La différence fut immédiate et spectaculaire. Le soldat Riley, avançant avec le premier élément, écrivit plus tard dans son journal à propos de l'opération de ce matin-là. Il nota que c'était comme si quelqu'un avait allumé la lumière. Il expliqua qu'auparavant, ils avançaient dans le vide sans rien voir, attendant simplement d'être touchés par une menace qu'ils ne pouvaient pas identifier. Mais ce matin-là, ils savaient tout regarder. Il décrivit comment,
En approchant d'une position qu'ils avaient marquée, ils pouvaient réellement voir l'embrasure de tir, cette minuscule fente sombre, dans ce qui semblait être de la roche solide. Il réfléchit au fait qu'ils avaient probablement dépassé une douzaine de positions identiques les jours précédents, sans jamais savoir qu'elles étaient là. L'avance de ce matin-là permit de couvrir un terrain qui était resté inaccessible pendant 3 jours. À midi 31, des 43 positions, identifiées grâce à la méthode de réflexion du verre, avaient été confirmées et neutralisées. Les positions restantes avaient soit été abandonnées, soit contenaient du matériel rendu inutilisable par la phase préparatoire. Mais Hartmann ne se satisfit pas du succès d'une seule journée. Il comprenait que les défenseurs japonais s'adapteraient, qu'ils trouveraient des moyens de contrer la technique s'ils en avaient le temps. Cet après-midi-là, il réunit son équipe d'observation afin de discuter d'amélioration et d'anticiper les contre-mesures ennemies. Il expliqua à son équipe qu'il devait partir du principe que l'ennemi finirait par comprendre ce qu'il faisait et qu'il devait réfléchir à la manière dont il contrerait cette technique s'ils étaient à la place de l'adversaire, puis prendre de l'avance sur ses contre-mesures. Washington apporta la première idée, suggérant que s'il était l'ennemi, il commencerait par couvrir ses instruments optiques lorsqu'il ne les utilisait pas activement. Il nota qu'une housse en tissu ou même un morceau de végétation placé sur une lentille éliminerait totalement le reflet. Kowalski acquiesça et ajouta une autre considération. Il souligna qu'il pourrait également modifier leur positionnement, orientant leurs instruments optiques, de manière à ce qu'ils ne fassent jamais directement face aux lignes américaines. Il expliqua que si les lentilles étaient légèrement décalées, le reflet partirait dans une autre direction et que les Américains ne le verraient jamais. Hartmann hocha la tête, reconnaissant ces possibilités, puis proposa leur contre-mesure. Il suggéra que pour les optiques couvertes, il devrait les surprendre pendant les périodes d'observation active, lorsque les protections devraient être retirées, ce qui impliquait des balayages plus fréquents, non seulement le matin et l'après-midi, mais tout au long de la journée, à la recherche de brèves fenêtres d'exposition. Pour les optiques orientées différemment, il proposa d'utiliser plusieurs points d'observation sous des angles variés, expliquant que même si une position était invisible depuis un angle, elle pouvait être visible depuis un autre. Au cours des jours suivants, la technique fut affinée et étendue. Hartmann mit en place un calendrier d'observation rotatif qui assurait une couverture continue pendant les heures de jour. Il forma d'autres équipes à la méthode insistant sur l'importance de la patience et du balayage systématique. Il développa un format de rapport standardisé permettant une compilation et une analyse rapide des données d'observation. Les résultats dépassèrent tout ce que les Marines avaient anticipé. Dans la semaine qui suivit la mise en œuvre initiale de la méthode de réflexion du verre, la compagnie de Hartmann identifia et neutralisa plus de 200 positions cachées sur son secteur. Les pertes chutèrent de plus de 60% par rapport à la semaine précédente. L'effet psychologique sur les Marines fut peut-être encore plus significatif que l'avantage tactique. Pour la première fois, ils avaient l'impression de faire face à un ennemi qu'ils pouvaient voir, comprendre et vaincre. La nouvelle de la technique se répandit rapidement dans les unités de Marines sur Peleu. Les rapports d'après-action du capitaine Morrison détaillaient la méthode et ses résultats, conduisant à son application sur l'ensemble du front divisionnaire. D'autres unités commencèrent à signaler des accomplissements similaires, adaptant la technique de base à leur terrain et à leurs conditions spécifiques. Le sergent Hartmann fut convoqué au quartier général du régiment le 20 septembre pour présenter la méthode aux officiers supérieurs. Debout devant une salle de colonels et de majors,
le marine enrôlé de Californie, expliqua les principes de la technique de réflexion du verre, avec la même clarté qu'il avait utilisée pour former sa propre escouade. Il commença par déclarer que la méthode reposait sur un simple principe optique, expliquant que le verre réfléchit la lumière, différemment des matériaux naturels, et que le verre endommagé la réfléchit encore plus distinctement. Il poursuivit, en expliquant qu'en balayant systématiquement aux angles de lumière optimaux, généralement tôt, le matin, et en fin d'après-midi, il pouvait identifier des positions cachées qui seraient autrement invisibles. Il souligna que les éléments clés étaient le timing, la patience, la couverture systématique et la documentation immédiate des observations. Un colonel qui avait lui-même rencontré des difficultés avec des problèmes de dissimulation dans son secteur demanda quelles étaient les limites de la technique. Il voulait savoir ce qu'il se passait lorsque les conditions météorologiques n'étaient pas optimales ou lorsque l'ennemi ajustait ses tactiques. Hartmann répondit avec réflexion, reconnaissant que la couverture nuageuse réduisait l'efficacité, mais notant que même une lumière diffuse pouvait produire des reflets identifiables provenant du verre endommagé. Il ajouta que, pour contrer les contre-mesures ennemies, ils avaient constaté que le maintien d'une observation continue tout au long de la journée permettait de repérer des positions qui n'étaient exposées que brièvement. Il conclut qu'aucune contre-mesure n'était parfaite et qu'il finirait par les détecter. Cette présentation conduisit à la documentation officielle de la technique et à sa diffusion sur le théâtre pacifique. Les officiers du renseignement militaire interrogèrent longuement Hartmann et son équipe, produisant des supports de formation qui seraient utilisés lors d'opérations ultérieures. La méthode de réflexion du verre, ou comme elle en vint à être appelée de manière informelle, la méthode du verre brisé, devint une doctrine standard pour identifier les positions cachées dans les environnements de jungle et de défense de grottes. Mais l'impact le plus significatif de la technique n'était peut-être pas tactique, mais psychologique. Pendant des mois, les forces américaines dans le Pacifique avaient lutté contre un ennemi qui semblait posséder des capacités de dissimulation presque surnaturelles. La frustration et la peur générées par la confrontation avec des menaces invisibles avaient lourdement pesé sur le moral. La méthode de réflexion du verre ne fournissait pas seulement une solution tactique, elle restaura le sens de l'initiative des Marines, leur croyance qu'ils pouvaient comprendre et surmonter les défis auxquels ils faisaient face. L'entrée du journal du soldat Riley du 22 septembre illustrait éloquemment cette transformation. Il écrivit qu'il était étrange de voir à quel point une chose si petite pouvait changer autant. Il réfléchit qu'une semaine auparavant, il se sentait impuissant, comme s'il faisait face à quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre, et encore moins conquérir. Mais maintenant, expliqua-t-il, ils disposèrent d'une méthode, d'un moyen de voir ce qui était caché, d'une manière de répondre efficacement. Il conclut que l'ennemi était toujours là, toujours dangereux, mais qu'il n'était plus invisible et que cela faisait toute la différence dans le monde. La campagne pour Peleu se poursuivrait encore pendant 2 mois, bien plus longtemps que les 4 jours initialement prévus. Le coût fut élevé avec des pertes se comptant par milliers des 2 côtés. Mais la méthode de réflexion du verre, développée par un sergent et sa petite équipe dans les heures désespérées du 14 septembre, sauva d'innombrables vies et contribua à l'achèvement final de l'opération. Le sergent, William Hartmann, survécut à la campagne et reçut la Bronze Star pour sa contribution au renseignement tactique. Il retourna aux États-Unis début 1945 et fut affecté au Marine Corps Training Command, où il passa les derniers mois du conflit à enseigner aux nouvelles générations de Marines les techniques d'observation qu'il avait développées sur Peleu. Le caporal James Washington, le chasseur du Montana,
dont la compréhension de la lumière et du comportement animal avait apporté des contributions cruciales à la méthode, fut blessé à la fin du mois de septembre, mais se rétablit complètement. Il retourna dans le Montana après la fin du conflit et passa le reste de sa vie comme guide de chasse, racontant occasionnellement des histoires sur la fois où ses compétences en suivi d'élan avaient contribué à changer le cours des événements sur une île du Pacifique dont il n'avait jamais entendu parler auparavant en 1944. Le caporal-chef, David Kowalski, l'assistant photographe, dont l'observation initiale avait déclenché tout le développement, poursuivit sa passion. De retour chez lui, il devint un photographe commercial prospère à Chicago, spécialisé dans le travail architectural, nécessitant la même compréhension de la lumière et des reflets qui lui avaient été si utiles pendant la campagne du Pacifique. Le soldat de première classe, Thomas Riley, le jeune bostonien, dont les entrées de journal documentaient le développement de la technique, retrouva son frère aîné après la fin du conflit. Son frère avait été prisonnier en Europe et fut libéré en avril 1945. Thomas conserva son journal toute sa vie, le donnant finalement à une archive d'histoire militaire, où il devint une source primaire pour les historiens étudiant la campagne du Pacifique. La méthode de réflexion du verre elle-même évolua et fut perfectionnée lors de conflits ultérieurs, adaptée à de nouveaux environnements et de nouvelles technologies. Le principe de base que la dissimulation n'est jamais parfaite et que l'observation systématique dans des conditions optimales peut révéler ce qui est censé être caché resta constant. Les techniques modernes de surveillance, bien que beaucoup plus sophistiquées, intègrent encore des éléments de l'approche développée par Hartmann et son équipe lors de cet après-midi étouffant de septembre 1944. En regardant en arrière ces événements, ce qui se distingue n'est pas seulement l'innovation tactique, mais les qualités humaines qui l'ont rendu possible, la curiosité, la volonté de remettre en question les hypothèses et de remarquer les anomalies. La collaboration, la combinaison de différentes expériences et perspectives pour développer une solution complète. La persévérance, la détermination à trouver une réponse lorsque les approches évidentes avaient échoué et l'adaptabilité, la capacité à affiner et améliorer la méthode en réponse aux conditions changeantes et aux contre-mesures ennemies. Ces qualités, plus que toute technique ou technologie spécifique, furent ce qui détermina finalement l'issue de la campagne du Pacifique. Le conflit ne fut pas gagné uniquement par une puissance de feu supérieure, bien que la capacité industrielle américaine ait joué un rôle crucial. Il fut gagné par la capacité des marines soldats marins et aviateurs à penser à s'adapter et à trouver des solutions à des problèmes qui semblaient insurmontables. La méthode du verre brisé reste un témoignage de cette capacité d'innovation sous pression. Ce qui commença comme une simple observation frustrée d'un jeune assistant photographe devint une technique systématique qui sauva des centaines de vies et contribua à la victoire finale. C'est un rappel que dans tout conflit, les armes les plus précieuses ne sont pas toujours les plus puissantes, ni les plus avancées. Parfois l'arme la plus précieuse est simplement la capacité de voir ce que les autres ont manqué. Les crêtes coralliennes de Peleu sont maintenant silencieuses. La jungle a repris la majeure partie du terrain qui avait été âprement disputé à l'automne 1944. Mais les leçons apprises là-bas, les techniques développées par des hommes comme Hartmann, Washington, Kowalski et Riley continuent d'influencer la pensée militaire à ce jour. Le principe selon lequel une observation attentive, une analyse systématique et une réflexion créative peuvent surmonter même la dissimulation la plus sophistiquée reste aussi valable maintenant qu'il l'était cet après-midi de septembre où un éclat de lumière sur du verre brisé changea tout.
Et voilà, notre histoire se termine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, partagez vos impressions dans les commentaires. Quelle partie de ce récit historique vous a le plus surpris? N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires inédites de la Seconde Guerre mondiale et de regarder la vidéo à l'écran pour un autre récit incroyable de l'histoire.